Si la parole me revient, je tiens tout d'abord, au nom de tout le monde, à remercier spécialement M. le Président Sauvé, non seulement pour son hospitalité, pour son accueil remarquable, mais aussi et surtout pour son propos introductif qui me paraît être un modèle d'introduction. Pour le reste, j'avoue que je me trouve dans une place. Il m'a été proposé de m'asseoir ici, je n'y ai pas vu une responsabilité particulière et je n'en abuserai pas. J'en profiterai simplement pour dire deux mots qui seront un peu comme deux aveux. D'abord, il me paraît impressionnant que s'engage à présent une nouvelle aventure avec ce cycle droit du travail, droit de la fonction publique, sous l'égide du même centre de recherche et avec des participants un peu identiques. Un cycle s'était déployé récemment sur les thèmes d'égalité, de principe d'égalité, de non-discrimination. Il s'est achevé il y a peu et les travaux sont en cours de publication. L'année dernière, il y a eu d'autres activités encore du centre en relation avec l'actualité en particulier. Cette activité, elle est différente de ce qu'était le centre de recherche dans l'époque précédente et c'est le premier aveu que je peux faire à cet égard. Ce regain d'activité qui correspond au déploiement de ce nouveau cycle, j'aurais évidemment tout à fait tendance à l'expliquer tout simplement par le dynamisme de mon voisin, mon ami Jean-François Akanji-Kombe, qui non seulement a constamment de nouveaux projets dans lesquels il s'investit avec enthousiasme, mais a de surcroît le talent pour bénéficier de parrainages prestigieux, de partenariats actifs, de compagnonnage chaleureux pour constituer des groupes. Et tout ça est évidemment à la fois est habituellement utile, mais complètement indispensable pour pouvoir entrer dans l'étude de certains problèmes complexes. C'est en particulier le cas en ce qui concerne un sujet comme celui-là, droit du travail et droit de la fonction publique. L'intérêt de ce sujet, c'est l'intérêt d'une comparaison entre des constructions intellectuelles qui se sont constituées dans la théorie juridique française depuis bien longtemps. C'est l'intérêt de l'étude de ces multiples phénomènes d'influence, de comparaison aussi, d'interaction. Et d'ailleurs, il y a des questions très pratiques qui sont dans l'actualité toutes ces années-ci et qui sont l'intérêt de ce sujet. Le sujet étant plus nécessaire, je crois qu'il faut le reconnaître, à cause d'une ignorance réciproque qui est, je crois, un phénomène ancien. En tout cas, l'ignorance du droit de la fonction publique par les théoriciens du droit du travail est habituellement reconnue, poliment déplorée, et pour ce qui me concerne, je constate que c'est une réalité, c'est mon deuxième aveu. Alors, vis-à-vis de cette entreprise qui consiste à progresser sur ce terrain difficile, nous avons un programme très riche. À un moment donné, il doit même nous emmener jusqu'en Avignon. Vis-à-vis de ce programme riche, notre journée est une introduction d'une journée après l'introduction de M. le Président Sauvé, dans une introduction
il y a dans la tradition des facultés de droit un certain nombre de thèmes qui s'imposent. L'introduction, c'est important parce qu'on doit faire retour aux idées générales. Dans l'introduction, on doit en tirer des questions précises, des questionnements construits. On doit également porter attention aux sources, et je crois que c'est cette attention aux sources qu'on trouve en particulier dans les dynamiques qu'il y a inscrites à notre ordre du jour de ce matin. 3 dynamiques. Cette présentation m'a paru un peu mystérieuse, et donc à l'intérêt que je porte au sujet en général s'ajoute une certaine impatience à découvrir ce que l'on peut mettre derrière ces 3 dynamiques. Je crois en réalité qu'on y retrouvera un certain nombre d'éléments d'introduction qu'a donné Monsieur le Président Sauvé tout de suite. Je m'y réfère à nouveau, et d'ailleurs je crois qu'il faut que nous le saluons maintenant, compte tenu de des préoccupations qu'il a bien voulu nous expliquer tout à l'heure, et qui se rattachaient d'une certaine manière à notre sujet d'aujourd'hui, sont une contrainte qui l'oblige à nous quitter maintenant. Merci, Monsieur le Président et cher Gérard. Je me bornerai donc à remercier une série de remerciements, et ma communication sera terminée, d'autant plus que Monsieur le Vice-président a tracé le sillon et assez largement de la problématique qui concerne aussi la Convention européenne des droits de l'homme. J'aurais voulu remercier Monsieur le Vice-président de l'accueil qu'il nous fait ici et du privilège que nous avons à être accueillis par lui, par ses propos introductifs et dans cette magnifique salle de l'Assemblée générale. Et je voudrais profiter de l'occasion également pour remercier et faire observer que cette opération, un peu comme le disait Monsieur le Vice-président il y a quelques années lors d'un colloque sur le Conseil d'État et le droit social est une œuvre collective, disait-il, et ce cycle-ci est une œuvre collective, et je renvoie à vos programmes pour que vous preniez connaissance de la composition du comité scientifique, qui n'est pas seulement un comité scientifique de papier, et c'est un plaisir de travailler dans ces conditions-là, et cela reflète d'ailleurs d'une certaine manière notre manière, en tout cas une intention que nous avons à Paris 1, celui de mener la recherche juridique de concert en associant universitaires et membres des institutions juridiques et des juridictions à une réflexion commune, et lorsque cela est possible, à provoquer un dialogue entre les juges. Et le modèle de ce matin était un peu celui-là, et il a fallu que je vienne le rompre, puisque je ne suis aucunement membre de l'institution dont je vais parler maintenant. Mais je me réjouis que le vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme nous ait rejoints, et qui se trouve ici, et qui sans doute complétera mes propos et enrichira nos discussions. Je disais tout à l'heure que le sillon était déjà tracé, parce que ce dont j'ai à vous parler, c'est d'une question beaucoup plus vaste que la Convention européenne des droits de l'homme. C'est de la manière dont la problématique des droits fondamentaux vient changer la perspective, notamment en revisitant un certain nombre de notions, en repositionnant des institutions juridiques auxquelles nous étions habitués jusqu'à maintenant, et comme élément de référence sur ce terrain des droits fondamentaux, je dirais qu'il n'y a pas mieux en Europe encore que la Convention européenne des droits de l'homme. Donc par la force des choses, je vais y revenir à la Convention européenne des droits de l'homme. Il est donc naturel aujourd'hui pour nous tous, pour les travaillistes, pour les spécialistes du droit de la fonction publique, de se référer à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une évidence, mais même les évidences de temps en temps ont besoin d'être expliquer un tout petit peu, et je voudrais ici faire 2 observations liminaires très brèves. La première, pour rappeler que la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas cette vocation-là lorsqu'elle a été
rédigé. Et j'ai en mémoire des interventions de Pierre-Henri Tedjen, qui était le rapporteur du projet de convention en 1949, où il expliquait qu'il fallait, dans la première partie des travaux, choisir les droits qui allaient être garantis, et où la discussion s'est engagée sur le point de savoir si les libertés professionnelles ou les droits sociaux devaient être garantis dans cet instrument qui ne devait être que l'application européenne de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le choix a été fait de se limiter à des droits civils et politiques, et il expliquait cela de manière très vive d'ailleurs et très claire. Le projet était d'exclure les libertés professionnelles et les droits sociaux de la Convention pour les confier à un autre texte à venir. Ce texte a été signé en 1961, c'est la Charte sociale européenne, nous connaissons son destin. Donc c'est d'une certaine manière, même si c'est une évidence aujourd'hui, c'est un progrès paradoxal de la Convention. Cela marque la distance qu'il y a entre les intentions des pères fondateurs et la jurisprudence, l'œuvre jurisprudentielle dynamique et vivace de la Cour européenne des droits de l'homme, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Deuxième observation, plus brève encore, pour rappeler ce que vient de nous dire M. Bonichot, qui est que, tout comme le droit de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas vocation à s'ingérer dans des questions qui relèvent en somme, d'une certaine manière, y compris la question qui nous intéresse ici, du choix du modèle de développement économique et social, ou, si vous préférez, du choix du régime économique et social de chaque État. Ceci est une question d'intérêt national, de souveraineté nationale, et je crois que même la Cour européenne des droits de l'homme veille à ne pas dire à un État si son système, le système qu'il a choisi, est le meilleur par rapport à un autre. En revanche, les États étant libres de choisir leur modèle, leur régime économique et social, ce régime ne doit pas, dans l'exercice de cette liberté, ils ne doivent pas heurter la Convention. Et c'est ici que commence le territoire d'influence de la Convention européenne des droits de l'homme. Et je vous propose, pour pouvoir mesurer cette influence de la Convention européenne des droits de l'homme, de s'attacher à deux questions principalement. Première question, malgré ce que j'ai dit des propos de Pierre-Henri Tedjen tout à l'heure, est-ce que ce texte est applicable au droit des relations professionnelles ? S'il l'est, est-ce qu'il l'est également au droit des relations professionnelles publiques et privées? Alors, un regard jeté sur la jurisprudence conduit à constater qu'on a ici un rapprochement tendanciel et de principe, du point de vue de la Cour, entre droit du travail, droit de la fonction publique. Certains pourraient l'exprimer comme une indifférence de la Cour à l'égard des spécificités de l'un comme de l'autre, au moins lorsqu'il s'agit de la question de l'applicabilité de la Convention. En tout cas, de la jurisprudence, j'ai cru tirer une loi que j'ai appelée la loi d'attraction commune, ou la loi de commune attraction, dans le champ de la Convention entre les deux. Mais il n'est pas tout de constater qu'il y a une application, en tout cas un empire de la Convention qui se déroule sur l'ensemble du champ. Encore faut-il s'interroger sur la portée des droits de la Convention, parce que toutes les dispositions de la Convention ne trouvent pas à s'appliquer dans le droit des relations professionnelles. Encore faut-il s'interroger sur la portée des droits qui sont garantis par la Convention et qui trouvent à s'appliquer dans les rapports de travail. Et ici, la question, en tout cas la différence il y aura, ou harmonisation il y aura, à partir d'une considération qui me paraît être celle qui figure au paragraphe 2 des articles 8 à 11, autrement dit, le régime, il figure dans le régime des ingérences. La différence se fera notamment sur les justifications admissibles ou sur le contrôle de la proportionnalité. Et donc je vous invite à visiter ces deux questionnements successivement. Autrement dit, comment la Convention européenne des droits de l'homme étend, je dirais, son empire, son applicabilité dans le champ du droit des rapports professionnels, des relations professionnelles, au droit public et au droit privé. Et sur ce premier point-là,
Évidemment, le premier sentiment qui peut s'imposer est que, s'agissant de l'applicabilité de la Convention, il semblerait que la Cour distingue assez sérieusement entre ce qui relève de la fonction publique et ce qui n'en relève pas, entre ce qui serait le régime des agents publics et ce qui serait le régime des agents privés. Et il y a deux terrains sur lesquels nous pouvons le vérifier et où nous pouvons vérifier également que si exception de la fonction publique il a pu y avoir, cette exception est dorénavant résiduelle et en tout cas on voit de déclin progressif. Le premier terrain, il a été rappelé tout à l'heure par monsieur le vice-président, c'est celui de l'article 6, des garanties de l'article 6, droit à un recours juridictionnel évidemment, mais aussi les garanties du procès équitable. Et il y a une forte jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce terrain, et je me bornerai ici à rappeler quelques éléments. Premier élément, s'agissant du droit à un recours juridictionnel en matière de conflit de travail. S'agissant des agents privés, je crois, mais je parle sous le contrôle de monsieur le vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, je crois qu'il n'a jamais fait de doute dans la jurisprudence de la Cour que l'ensemble des litiges du travail, dans le cadre des rapports de travail de droit privé, sont soumis à toutes les garanties du procès équitable de l'article 6. Et la Cour, d'ailleurs, le rappelait dans l'arrêt Obermeier contre Autriche en 1990, l'article 6 est pleinement applicable, je cite, aux litiges concernant les rapports de droit privé entre employeurs et travailleurs. De telle sorte que la question ne se pose plus que s'agissant de la fonction publique, et à partir de cette affirmation de l'arrêt Obermeier, on prend immédiatement conscience du gouffre qui peut séparer, du contraste qu'il peut y avoir avec la jurisprudence de la Cour sur la fonction publique concernant l'application de l'article 6 au litige de la fonction publique. Du moins, dans le premier état de la jurisprudence. Il y a eu un premier état de la jurisprudence qui a duré, je crois, jusqu'en 1998 au moins, jusqu'à un arrêt contre la France, l'arrêt Hubert contre France. Et dans cet état antérieur de la jurisprudence, la Cour considérait que les litiges de la fonction publique étaient exclus de principe, par principe, sauf les litiges portant sur des enjeux patrimoniaux, salaires, pensions. Puis est venu l'arrêt Pellegrin. Qui ne connaît l'arrêt Pellegrin, sur lequel je n'insisterai pas, qui a été rendu d'ailleurs sur une influence forte du droit de l'Union européenne, et la Cour reprend la formule qui a été, la définition qui a été donnée tout à l'heure de la notion d'administration publique. Avec l'arrêt Pellegrin, on a déjà une première réduction du champ de l'exception. Et dans cet arrêt, la Cour va dire que l'exception ne concerne plus que les emplois caractéristiques des activités spécifiques de l'administration publique, dans la mesure où celle-ci agit en tant que détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'État. J'ai cité in extenso pour que vous vous rendiez compte de quelle manière je répète très bien ce que dit le juge à la Cour de justice de l'Union européenne d'un arrêt de la Cour de justice. C'est un arrêt qui prend la trace de la Cour de justice, mais qui sera appliqué de telle sorte que la Cour européenne s'apercevra quelques années plus tard que cette application-là, en tout cas cet emprunt-là, n'était pas exactement celui qu'il convenait de faire, et en tout cas qu'il n'en tirait pas toutes les conséquences. Donc nous avons dans un premier temps une exception, une exclusion de principe, dans un deuxième temps une exclusion mais qui est liée seulement à certaines fonctions ou à certains emplois, plus exactement à certains emplois, et nous aurons à partir de 2007 avec Vilo-Eskelinen un troisième mouvement de réduction. Avec cet arrêt, à partir de 2007, exit la sanctuarisation de certaines fonctions, et voire même la Cour va installer une nouvelle présomption. C'est une présomption générale d'application de l'article 6, paragraphe 1er, à l'ensemble des litiges professionnels, y compris dans la fonction publique, surtout dans la fonction publique. C'est une
présomption simple, forte, mais simple, qui peut être rompue en répondant à deux conditions. Et à mon avis, ces deux conditions sont des conditions qui font la force précisément de la présomption. Première condition, il faut qu'il y ait un texte. Il faut que l'exclusion de tout recours juridictionnel ait été prévue par un texte. J'attire votre attention sur la difficulté de cette condition qui n'a pas l'air comme cela. Dans un État démocratique du XXIe siècle, que le législateur décide d'exclure des catégories d'emploi du champ de la protection juridictionnelle, il faudra qu'il s'en explique très sérieusement avant d'aller à la Cour devant les citoyens. Ce n'est donc pas une condition mineure. Deuxième condition, c'est que le litige, l'objet du litige, touche aux prérogatives de l'État, ou plus exactement touche aux intérêts de l'État. Je ne vais pas plus avant, c'est une jurisprudence qui montre quand même que le champ particulier qui était accordé au droit de la fonction publique, en tout cas à la fonction publique, est en voie de réduction au nom précisément de l'impératif de protection juridictionnelle des personnes dans le cadre de la Convention. Ceci était le premier terrain de vérification, et vous aurez compris que c'est un terrain qui touche à la garantie, aux garanties procédurales essentiellement. Reste maintenant tout le reste du champ de la Convention, c'est-à-dire le champ des droits substantiels, qui va de l'interdiction de la torture, en tout cas du droit à la vie, jusqu'aux différents protocoles. Et est-ce que ce que nous constatons sur le premier terrain peut être transposé ici? Alors, je n'entrerai pas dans le détail et je renvoie à ma communication. Je choisirai ici un champ qui me paraît assez emblématique du mouvement conventionnel, qui est celui de la liberté syndicale. Et si différenciation entre champ du droit de la fonction publique et champ du droit du travail, il devait y avoir, ce serait vraisemblablement sur ce point-là. La liberté syndicale dans la Convention est garantie par l'article 11. L'article 11 est construit suivant la même structure que les articles 8, 9 et 10. Affirmation du droit au paragraphe 1er, dispositions relatives aux ingérences au paragraphe 2, aux conditions d'admissibilité des ingérences. Et il se trouve que l'article 11 comporte une particularité qui lui est propre. Dans ce paragraphe 2, il y a une phrase finale, une deuxième phrase, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et dans cette deuxième phrase de l'article 11, cette deuxième phrase de l'article 11 est ainsi rédigée: le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits, dont la liberté syndicale, par des membres des forces armées, de la police et de l'administration de l'État. Alors, question: jusqu'où peuvent aller ces restrictions? Et quel peut être le régime conventionnel de ces restrictions-là? La première piste de réponse me paraît être une piste un peu à l'écart, mais on va s'y essayer tout de même. La première piste de réponse est une piste analogique, je dirais. Il se trouve que ce n'est pas cette phrase, cette disposition ne se trouve pas seulement dans la Convention, elle figure aussi à l'article 5 de la Charte sociale européenne, avec un périmètre légèrement différent, mais aussi à l'article 9, paragraphe 1er de la Convention numéro 87 de l'OIT, avec un périmètre aussi légèrement différent. Or, que disent les organes de la Charte sociale et le Comité de la liberté syndicale de l'OIT? Ils considèrent que cette disposition est de nature à autoriser les États à soustraire les catégories considérées aux garanties de la liberté syndicale, et ceci sans qu'il puisse y avoir contrôle européen dans un cas, international dans l'autre. Autrement dit, il s'agit là d'une disposition qui, interprétée dans ces deux autres contextes, entraîne la constitution d'une exception ou d'un particularisme du droit de la fonction publique.
Or, lorsqu'on revient vers la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour, une simple observation de la jurisprudence sur le long cours depuis 1975 montre que la Cour a choisi une toute autre voie de réponse et a choisi même de s'inscrire dans une dynamique totalement opposée. 3 dates que je vous demande de retenir, 1975, 2008, 2009. 1975, c'est la première affaire dans laquelle la Cour va reconnaître la liberté syndicale positive, le droit de se constituer en syndicat. 2008, avec l'arrêt de Mireille Baycara, c'est la reconnaissance du droit de négociation collective comme un élément essentiel de la liberté syndicale. Et 2009, avec Enerji Yapı-Yopsen, je crois, contre Turquie, c'est la reconnaissance, l'augmentation du périmètre de la liberté syndicale par l'ajout du droit de grève. 1975, la Cour consacre la liberté syndicale dans une affaire qui concerne un syndicat de policiers. Ce n'est pas un syndicat de la fonction publique n'importe lequel. Un syndicat de policiers, c'est le syndicat de la police belge. 2008, la consécration du droit de négociation collective se fait à l'occasion d'une affaire qui touche à un syndicat de la fonction publique, certes de la fonction publique territoriale, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'un syndicat intercommunal, si j'ai bien compris, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes dans le champ des emplois publics. 2009, Enerji Yapı-Yopsen, reconnaissance du droit de grève, c'est un syndicat sectoriel de la fonction publique d'État. Par voie de conséquence, la simple observation nous amène à considérer que, du point de vue de la Cour, cette différence-là, s'agissant de la liberté syndicale, ne saurait exister. Une différence d'applicabilité dans un champ ou dans l'autre ne saurait exister. Et d'ailleurs, la Cour le dit très clairement et de manière très constante depuis 1976. 1976, c'est l'arrêt syndicat des conducteurs de locomotives contre Suède, je crois, et reprend la même formule dans l'arrêt de Mireille Baycara. Si je retrouve la formule, je vous la lirai. L'article 11, dit la Cour, s'impose à l'État employeur que les relations de ce dernier obéissent au droit public ou au droit privé. On ne peut pas dire mieux. Donc, sur ce terrain-là de l'application de ce que j'appelais la loi de commune attraction, la Convention s'applique bien à tous les champs de relations professionnelles, peu importe la nature de l'employeur, public ou privé, peu importe le régime du travail. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de frontières. Ces frontières existent, mais ils existeront au moment où l'on se pose la question de l'intensité de l'application des droits de la Convention, et donc les particularismes ne sont pas de principe, ce sont des petites frontières qui apparaissent de façon générale, si j'avais pu le montrer, mais je vous renvoie à ma communication, qui apparaissent tantôt des frontières erratiques. Les internationalistes spécialistes du droit des délimitations territoriales parleraient de frontières discontinues. Parfois elles sont sinueuses, parfois elles sont floues. Et si vous le voulez bien, je vais donner juste 2 exemples et j'en aurai terminé. 2 exemples en essayant d'être le plus bref possible. Alors, un premier exemple pour illustrer une sorte de formule de frontière qui va, qui vient, qui revient. Sur le terrain de la liberté d'expression. J'ai choisi le terrain de la liberté d'expression pour illustrer un tout petit peu la liberté d'expression des travailleurs, bien sûr, pour illustrer cela. Nous avons tous lu dans la doctrine, et que j'approuve d'ailleurs, que parmi les bénéficiaires de l'article 10 de la Convention, il n'y a pas les agents publics, sont sans doute ceux qui sont soumis aux restrictions les plus importantes et admises au regard de la Convention. La question est de savoir par rapport à qui on compare les agents publics. Évidemment, si nous les comparons à des journalistes, ça va de soi. Ces chiens de garde de la démocratie, selon la formule de la Cour, voient leur liberté d'expression
particulièrement protégés par la Convention, dans le système de la Convention. Si nous comparons par rapport aux particuliers, nous tous individuellement, cela va de soi également. Mais la comparaison qui nous importe ici, c'est la comparaison par rapport à des agents privés. Et là, une collègue, estimée collègue, considérait que la conclusion, l'observation de tout à l'heure, valait également dans une comparaison avec des salariés. En opposant notamment, en citant deux affaires. Il y a l'affaire Fuentes-Bobo, que vous connaissez tous ici, contre Espagne, et une autre affaire espagnole, dont le nom importe peu après tout. Il s'agissait dans les deux cas de critiques, de propos critiques adressés par l'employé à son employeur, à l'égard de son employeur, et qui avaient fait l'objet dans un cas d'un licenciement et dans l'autre cas d'une révocation. Dans le cas de Fuentes-Bobo, c'est-à-dire s'agissant du salarié de l'entreprise privée, la Cour avait jugé qu'il y avait violation de l'article 10, les ingérences n'étaient pas justifiées, ou en tout cas étaient justifiées, mais n'étaient pas proportionnées. Et par conséquent, la Cour a été plus protectrice dans ce cas-là de la liberté d'expression du salarié. S'agissant de l'agent public, c'est un haut fonctionnaire tout de même, s'agissant de l'agent public, la Cour va juger que l'ingérence est non seulement justifiée, mais qu'elle est proportionnée et qu'il n'y a donc pas violation de la Convention. Personnellement, je trouve que l'opposition de ces deux jurisprudences n'est pas significative. Ne serait-ce que parce que il ne faut pas oublier que dans l'affaire Fuentes-Bobo, il s'agissait d'une entreprise de presse qui bénéficie d'un régime particulier dans la jurisprudence de la Cour, et surtout que le salarié en question était journaliste, et par conséquent, c'est une donnée importante de l'affaire. La jurisprudence récente, surtout, confirme ou nous conforte dans ce scepticisme, et je pense en particulier à deux affaires. L'affaire Palomo Sanchez contre Espagne et l'affaire Vellutini et Michel contre France, tous les deux de 2011. Affaire Palomo Sanchez, licenciement d'un salarié pour faute grave, la faute grave étant constituant en l'espèce de caricatures de l'employeur qui ont été publiées dans un journal syndical et d'un certain nombre de propos que la Cour va qualifier de vexatoires et blessants, mais vous savez que la Cour est civilisée, par conséquent, quand elle dit vexatoire et blessant, vous imaginez parfaitement l'outrance des propos qui avaient été tenus. Dans la deuxième espèce, il s'agissait d'un conflit dans la fonction publique territoriale entre une salariée et un maire. Alors, Palomo Sanchez, l'affaire est intéressante. La Cour va juger ici qu'il n'y a pas violation de la Convention. Le licenciement qui constituait l'ingérence dans la liberté d'expression de la salariée ou des salariés qui avaient été auteurs de caricatures n'emportait pas violation de l'article 10. Mais ce qui me paraît intéressant dans cet arrêt, c'est que la Cour y a des références qu'elle n'a pas eues auparavant. La Cour va, par exemple, dans son raisonnement qui concerne un salarié d'une entreprise privée, faire référence à l'arrêt Vogt contre Allemagne. Pour ceux qui connaissent l'arrêt Vogt contre Allemagne, c'est un arrêt qui concerne l'accès à la fonction publique et qui est un arrêt très caractéristique du rapport de droit public. La Cour va également faire référence à la notion de bonne foi dans les relations entre un salarié et son employeur. Va faire référence également et va rapprocher la bonne foi du devoir de loyauté qui existe dans sa jurisprudence pour caractériser l'emploi public. Et la Cour va également se référer à l'intérêt de l'entreprise, aux prérogatives de l'employeur, et c'est en raison de cet ensemble-là que la Cour va considérer que la mesure de licenciement est justifiée au regard de la protection de l'article 10. Et alors, la question que je me pose est de savoir si, même si on emprunte des chemins différents, est-ce que le résultat n'est pas le même?
pour le travailleur qui se trouve au bout de la chaîne, s'agissant de l'expression de sa liberté, l'exercice de sa liberté d'expression, elle est restreinte dans le contexte professionnel, qu'il soit de droit public ou de droit privé, pour des raisons différentes, par des procédés différents, mais c'est à mon avis la même chose. L'autre arrêt qui est Vellutini et Michel, c'est un arrêt très très paradoxal, où dans un rapport de travail de droit public, la Cour va aménager un régime qui va renverser en quelque sorte la machine et où toute atteinte qui est portée à la liberté d'expression de l'agent communal en l'occurrence va être regardée comme une ingérence illégitime, en tout cas disproportionnée et donc comportant violation de l'article 8. Et la Cour a une construction qui est assez intéressante, même si elle est contestable. Elle commence par considérer que, par définition, la discussion qui avait lieu sur les conditions d'emploi de cet employé, la contestation portait sur le calcul, je crois, des heures supplémentaires, cette discussion-là était un débat d'intérêt public sur la gestion communale. Et après, la Cour va utiliser 2 points de référence, sa jurisprudence sur la liberté d'expression dans le cadre de débats publics et la liberté d'expression dans les rapports avec des élus, des personnalités politiques et des fonctionnaires. Et par voie de conséquence, on se retrouve dans la situation où si j'avais été employé et qu'on me demande de choisir entre les deux pour m'exprimer, il vaudrait mieux que je sois agent municipal, parce que dans ce contexte-là, je bénéficierais d'une protection qui serait sans doute beaucoup plus grande qu'ailleurs. Je pense que j'ai débordé de mon temps, Monsieur le Président, de sorte qu'il y avait... je conclurai de la manière suivante. Il faut prendre article, d'abord 3 observations. Pour observer s'il y a une frontière du point de vue de la Convention entre droit du travail et droit de la fonction publique, il faut faire un travail de fourmi. Il n'y a pas d'exclusion de principe, il n'y a pas de différence de principe. Il y a des différences situées qui dépendent des dispositions concernées et qui dépendent du contexte. Deuxième observation, la situation que je viens d'exposer n'est pas caractéristique de l'ensemble de la Convention. Il me semble que le mouvement de base que l'on observe dans le cadre de l'application des dispositions conventionnelles de la CEDH, c'est plutôt celle d'une application des mêmes exigences dans les 2 cadres professionnels. C'est le cas, me semble-t-il, sous l'angle de l'article 8, si on l'envisage sous l'angle de la vie privée, que nous entendons comme vie personnelle ici, que l'on l'envisage sous l'angle de la vie familiale. Il y a la problématique un tout petit peu différente lorsque la Cour va jusqu'à considérer que l'article 8 garantit un droit à l'emploi. Là, c'est une autre problématique sur laquelle peut-être nous reviendrons tout à l'heure dans le débat, mais la logique me paraît assez commune dans la plupart des cas sous l'angle de l'article 8. Sous l'angle également de la liberté syndicale, mais je l'ai déjà dit. Mais il reste des zones d'indétermination, et ce sera mon dernier mot, Monsieur le Président, des zones d'indétermination dont l'un en particulier nous intéresse beaucoup ici, c'est celui de l'article 9 et de l'applicabilité de l'article 9 dans les relations de travail, de droit public ou de droit privé, à des agents publics ou à des agents privés. Jusqu'à maintenant, la Cour a eu l'occasion de se prononcer dans l'arrêt d'Alab contre Suisse dans le cadre de la relation avec un employeur public. La Cour ne l'a pas encore fait s'agissant de la relation de travail dans une entreprise privée, ce qui d'ailleurs nous aurait économisé beaucoup d'énergie et beaucoup de dépenses d'encre, puisque, comme vous l'aurez remarqué, nous sommes là en plein cœur d'une problématique française, celle de l'application du principe de laïcité dans des entreprises privées, qui n'a pas fini de défrayer la chronique. Je vous remercie de votre attention. Je suis persuadé que votre présentation vivante et riche
aura donné à tout le monde l'envie, premièrement, de se reporter à votre rapport écrit et d'autre part d'intervenir dans la discussion de tout à l'heure. Je disais tout à l'heure qu'on avait bien vu les raisons de commencer par le droit européen. En réalité, dans l'histoire même du droit du travail, il y a quand même une raison assez décisive de commencer par le droit de l'OIT. Mais enfin, si nous n'avons pas commencé par là, nous en sommes là, monsieur. Voilà. Si, c'est bon, c'est bon. Voilà. Monsieur le Président, je vais essayer de faire très court pour que les gens qui sont des travailleurs et des fonctionnaires puissent avoir leur pause café avec un peu de dignité. Voilà. Alors, donc, on m'a demandé de présenter une étude, l'étude d'ensemble sur la négociation collective de l'année passée sur deux conventions qui ont été faites sur deux conventions de l'Organisation internationale du travail qui établissent le cadre juridique international, je dirais universel, de la négociation collective dans la fonction publique. Et je tiens à dire déjà tout de suite que à la fin, on va examiner les raisons pour lesquelles le gouvernement de la France a estimé en 2011 que l'État français ne pouvait pas ratifier ces conventions. Et nous verrons aussi la réaction de la commission d'experts à cet égard, compte tenu de ces éclaircissements qui donnent ce rapport. Donc ce rapport, négociation collective de la fonction publique, sur les conventions 151 et 154. Et pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'Organisation internationale du travail, je dirais qu'il est important de savoir que ces instruments ont une légitimité particulière du fait du caractère tripartite de l'organisation. C'est-à-dire que dans la prise de décision interviennent non seulement les gouvernements, comme dans les organisations gouvernementales habituelles, mais aussi les représentants des travailleurs et des employeurs. Donc, ça signifie qu'il y a une expertise pratique sur les matières abordées, et ça implique aussi la prise en considération des réalités nationales et des disparités nationales. Donc l'exercice qui a fait l'OIT en adoptant ces conventions et par la suite avec cette étude, c'est un exercice très complexe et qui tient compte par exemple du fait que parmi les gens qui participent à l'adoption de ces instruments, comme les Allemands, n'ont pas le droit de négociation collective pour les fonctionnaires à niveau fédéral. Et bien. Une autre chose que je voudrais dire, et que c'est lié à l'intérieur, c'est que ces conventions de l'OIT ont un impact impressionnant. Et pourquoi ? Parce que les États les ratifient, et même s'ils ne les ratifient pas, elles deviennent les points de référence des réglementations nationales. Bien, tous les domaines du droit du travail sont abordés par les conventions, que ce soit la sécurité sociale, la sécurité santé, etc. Et bien, alors maintenant, avec cette petite introduction, je voudrais me référer à la France et ses relations avec l'Organisation internationale du travail. Et je vous dis, tout de go, comme on dit, chapeau, chapeau. Et la France est à l'origine de cette organisation. Et comme vous savez, l'organisation a été créée en 1919 dans les traités de Versailles, et c'est surtout la France qui a conçu et qui a voulu que les valeurs humanistes, je dirais aussi républicaine de la France, soit intégrée dans une formule tripartite, justement,
qui donne réponse d'une part aux causes économiques et sociales de la Première Guerre mondiale et aussi à certaines inquiétudes qui avaient fait naître la révolution russe dans l'année 1917. Donc les liens avec la France ont été toujours excellents. Et la France est membre permanent du conseil d'administration et elle peut se vanter d'avoir eu certains des meilleurs présidents du conseil d'administration. Encore aujourd'hui, dans les organes de contrôle de l'organisation, il y a des membres français. Par exemple, dans les comités de la liberté syndicale, il y a un représentant d'une confédération syndicale française, de même qu'au conseil d'administration, de même que les employeurs. Et puisqu'on est aussi dans un cadre juridictionnel ici, je souhaiterais faire référence à M. Antoine Lioncan, qui est membre de la commission d'experts en application des conventions et recommandations, c'est elle qui a fait cette étude. Bien. Et enfin, la France, elle est un pays qui a ratifié 124 conventions sur 189, ce qui est énorme. C'est le deuxième pays de l'organisation qui a plus de conventions elle a ratifiées. Et alors, je profite aussi de l'occasion pour faire un hommage à la figure un de ceux qui ont été à l'origine de l'organisation, un de ceux qui ont rédigé les traités de Versailles, c'est le ministre français Albert Thomas, qui par la suite a devenu pendant de longues années directeur général de l'organisation. Et puisqu'on est dans un cadre académique, j'encourage les professeurs peut-être bien qu'il y a des études historiques sur les relations de l'OIT et la France, et je voudrais qu'il y ait une étude où la contribution de la France à la création de l'Organisation internationale du travail soit établie dans ces justes termes. Donc un grand remerciement à votre pays pour cette contribution à la justice sociale et à la paix durable, qui est le premier principe de cette organisation, tout cela à travers des normes internationales du travail. Bien. Et donc, maintenant, je vais me référer aux principales idées, constats, éclaircissements de cette étude d'ensemble sur les droits de négociation collective des fonctionnaires publics. Et je veux me référer à deux choses qui ont été déjà dites, notamment par notre chairman. Une approche internationale des normes implique, comme il a dit, une mise en question des normes nationales. Et ça, c'est très important. Et pourquoi? Parce que la disparité des systèmes fait que il faut chercher la rationalité. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette salle où derrière moi, il y a un monsieur qui réfléchit. Et autour, il y a des travailleurs. Donc, je félicite les organisateurs pour avoir choisi ces cadres qui nous rappellent que cette rationalité est importante. La rationalité implique aborder les problèmes. Je peux vous dire que après avoir été dans des contentieux très délicats dans beaucoup de pays, on voit que les États autoritaires, même s'ils se disent démocratiques, on les reconnaît très facilement parce qu'ils ne reconnaissent pas les problèmes et ils ne les abordent pas. Donc aujourd'hui, on est ici pour aborder les problèmes de la négociation collective de la fonction publique et la réponse qui a donné l'organisation. On va voir quels sont les défis pour l'avenir, si on a le temps, on pourra les faire. Mais c'est clair que la situation n'est pas encore satisfaisante. Il y a des problèmes qui se posent encore et peut-être on peut réfléchir de quelle façon on peut avancer. Bien. Un premier constat de la commission d'experts, c'est que après la ratification après l'adoption de la Convention 151 en 1978 et la Convention 154 en 1981,
Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une conviction universelle que les conditions d'emploi des fonctionnaires ne peuvent pas être déterminées de façon unilatérale. Et à l'heure actuelle, il y a un phénomène en expansion, qui est le fait que de plus en plus de législations reconnaissent ces droits de négociation collective des fonctionnaires. Et la commission d'experts nous dit que presque tous les pays européens, les pays de l'Amérique latine, les pays de l'Afrique, la plupart des pays de l'Afrique et certains pays asiatiques. Donc c'est un phénomène en expansion. Et la consultation est peut-être la règle la plus fréquente des pays de l'Asie, mais on voit qu'il y a un mouvement et qu'on peut envisager des évolutions positives même en Asie dans quelques années. Bien, on a dit que les orateurs précédents se sont référés aux spécificités de la fonction publique et dans la Convention 154, on reconnaît, lorsqu'on reconnaît les droits de négociation collective, qui est déjà reconnu dans la 151, mais enfin, il dit que, compte tenu des spécificités de la fonction publique, on peut avoir des modalités particulières de négociation. Alors, pourquoi cette précision dans les textes de la Convention? Tout d'abord, parce qu'il faut harmoniser les principes de la négociation collective avec les principes et la nature statutaire de la relation d'emploi public. Donc, une question qui se pose la commission d'experts en tenant compte des travaux préparatoires, c'est, par exemple, si le fait qu'un accord collectif doit être incorporé dans une loi, dans une ordonnance, dans un règlement, porte atteinte ou non aux droits de négociation collective dans l'essence des conventions de l'OIT. Et à nouveau, on est dans un cadre de disparité nationale. Il y a des États qui n'ont pas de négociation collective, d'autres qui ont un droit de négociation collective naturelle, puisqu'il y a une seule réglementation qui régit les employés privés et les employés publics, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, comme par exemple les Cuba, comme par exemple certains des pays baltiques. Donc, alors, la synthèse de tout cela, c'est qu'on n'a pas, ce n'est pas une violation des conventions de l'OIT qu'un État ait besoin, du fait de leur constitution ou de leur législation, ait besoin d'incorporer dans une ordonnance ou dans une loi les dispositions ou les accords collectifs avec les employeurs publics ou l'État. Donc, je veux vous dire par exemple que dans l'Espagne, par exemple, il y a une disposition qui aborde ces problèmes, je crois, d'une façon très intelligente, dans le sens qu'elle établit que, après avoir énuméré les matières de négociation collective, elle dit que rien n'empêche qu'il y ait des accords sur les matières qui ne sont pas énumérées avant. C'est-à-dire qu'il peut avoir un accord pour que, excusez-moi, c'est expressément mentionné que l'accord peut porter sur la présentation d'un projet de loi au Parlement. Donc c'est intéressant comme approche, je trouve que c'est très créatif. Après, quelle est la conclusion qu'on peut tirer? C'est que les accords, ce qui est important pour l'Organisation internationale du travail, c'est que les accords s'appliquent dans la pratique. Et ce n'est pas nécessaire qu'ils aient un rang particulier dans la hiérarchie des normes, qu'ils aient force contractuelle. Ce qui est important, c'est qu'on l'applique dans la pratique. C'est-à-dire qu'il existe une culture réelle dans les pays de respect pour ce qu'on a contracté. D'ailleurs, c'est normal qu'on puisse exiger
à l'État le respect des choses qu'il signe, n'est-ce pas? Et on sait que dans les argumentations de tous les tribunaux du monde se trouve quelque chose que c'est que l'État en tant qu'employeur doit être un exemple. Bien. Et je vais vous raconter aussi une situation concrète, historique, qui s'est produite et qui vous montre le pragmatisme de l'organisation. Par exemple, l'Uruguay, c'est un pays qui, pendant beaucoup d'années, s'est réglé directement par les conventions de l'OIT. Et le mouvement syndical, qui avait une tradition anarchiste depuis des dizaines d'années, pratiquement depuis le début du XXe siècle, il ne voulait pas être réglementé. Alors, lorsqu'il avait un problème, il faisait usage du droit de grève, et voilà. Donc, c'est une conception, hein, mais ce que je tiens à dire ici, c'est que les organes de contrôle de l'Organisation internationale du travail, ils ont trouvé que c'était en pleine conformité avec la Convention. Hein. Bien. Je suis presque à la limite des 20 minutes que je m'étais fixé, donc je vais aller un peu plus vite avec ce qui me reste. Je voulais parler des matières de négociation, eu égard des conventions de l'OIT, et parler un peu de la problématique des rémunérations et surtout étudier avec vous les obstacles de la France pour la ratification. Bien, donc pour ce qui est des matières de négociation, évidemment, la Convention 154, elle dit clairement qu'elle concerne les conditions d'emploi, hein, donc matière de négociation, et encore les relations entre les parties. Hein, Mais la commission d'experts, qui a une grande expérience en relations professionnelles, il a signalé l'intérêt d'enrichir le contenu de la négociation collective pour assurer qu'elle couvre pas seulement des questions concernant les conditions d'emploi ou les conditions salariales, mais d'autres questions qui touchent, par exemple, la formation et promotion professionnelle, des mécanismes de prévention et de règlement des conflits, la lutte contre la discrimination, l'harcèlement au travail, la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Et donc, pourquoi, par exemple, on va se priver de la discussion des règlements des conflits, hein? Et si c'est l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de conflits, qu'on puisse les prévenir, qu'on puisse les régler avant que les choses se compliquent. Hein? Donc, la commission d'experts rappelle que dans les problèmes qui se posent dans les entreprises de l'État, dans les institutions publiques, et de même que dans les institutions privées, le rôle de la négociation collective comme manière d'établir des procédures de règlement des problèmes en général, hein, il est très important. Si on fait par exemple une réduction du personnel, hein, on a intérêt à avoir un cadre juridique qui reconnaisse la possibilité de faire recours à la négociation collective. Bien, bon, on ne va pas s'attarder trop parce que sinon je ne termine pas. Alors donc les rémunérations, évidemment, hein, c'est la première des conditions d'emploi qui intéresse les fonctionnaires et leurs organisations. Et la commission d'experts dit qu'elle doit être entre les matières de négociation. Bien qu'il y a aussi les particularités de la fonction publique qui permettent des particularités, hein, au moment d'aborder la question des rémunérations. Par exemple, d'après les pays, hein, les rémunérations sont négociées à niveau central le plus haut,
hein, certains pays, d'autres ils les font par ministère, d'autres encore par institution. Chaque institution, tout cela est compatible avec la Convention et c'est une manifestation aussi des particularités de la fonction publique qui implique des milliers et milliers d'institutions. Bien, on accepte aussi que dans la négociation collective, les autorités financièrement responsables en matière budgétaire aient un droit de participation à la négociation aux côtés de l'employeur direct. Ceci ne plaît pas aux organisations syndicales, mais la commission d'experts s'est rendue compte que c'est une pratique étendue dans pratiquement la totalité des États membres et que, en période de crise et d'autres, on peut comprendre qu'il y a un désir de ne pas dépasser trop les possibilités financières de l'État. Bien, une autre idée qui souligne la Commission qu'il est important que les prévisions d'inflation et de croissance des organes gouvernementaux chargés de la préparation du budget de l'État soient établies par des mécanismes objectifs et transparents qui jouissent de la confiance de la population et des organisations syndicales. On a vu trop de prévisions, entre guillemets, bidons, qu'on fait pour des raisons politiques, très souvent. Et alors la commission d'experts alerte sur cette préoccupation. Bien, alors, je conclue cette partie en disant qu'il est essentiel, surtout pour les clauses qui ont un impact budgétaire, des clauses de la négociation collective, que l'Assemblée législative ratifie les résultats de la négociation collective. Alors, la Commission explique qu'il est admissible, voire dans certains cas très utiles, d'associer les commissions parlementaires ou leurs membres pour qu'ils puissent être associés de façon formelle ou informelle au processus de négociation et aux consultations afin d'assurer que l'Assemblée législative respecte les clauses économiques des accords collectifs. Donc, un point pratique. Alors, donc, je vais passer maintenant aux obstacles invoqués par le gouvernement de la France. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je ferai très rapidement. Donc, en 2011, le gouvernement il a dit que l'État employeur ne peut pas recourir à des procédures telles que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage pour régler des différends survenant à propos de la détermination des conditions statutaires et réglementaires applicables aux fonctionnaires. Bon, et la commission d'experts signale que, ça c'est pour la Convention 151, qui a une disposition concernant les règlements de conflits. Et la commission d'experts il a signalé que les textes exprès de la Convention parlent des méthodes alternatives de résolution des conflits. Ça peut être la négociation collective ou d'autres procédures comme la médiation, la conciliation ou l'arbitrage. Et donc ça, c'est la première chose. Alors, en ce qui concerne la Convention numéro 154, le gouvernement avait indiqué en 2011 que bien que la négociation soit consacrée explicitement dans le statut général de la fonction publique et que des critères de reconnaissance de la validité des accords ont été fixés dans la loi, les accords ne peuvent produire d'effet juridique. Et à nouveau, on a abordé cette question, nous, tout à l'heure. On a signalé clairement, et la commission d'experts elle dit expressément que cela n'est pas nécessaire pour ratifier. Ce qui est important pour l'organisation, c'est une culture de respect des accords collectifs. Et, bien. Une petite conclusion finale par rapport à cette problématique. Dans l'étude, il y a beaucoup de paragraphes qui concernent l'érosion du statut des fonctionnaires, la précarisation de l'emploi public et la privatisation, dans le sens que de plus en plus le droit privé s'applique dans les institutions de l'État.
Et il y a des constats terribles des pays où les contrats de prestation de services, on les appelait comme ça ici en France, les contrats de services, donc les contractuels administratifs, les gens arrivent au 65% du total des fonctionnaires, alors qu'ils font des tâches de puissance publique de caractère permanent. Nous, très souvent, lorsque nous allons des missions dans les pays du monde, on apprend que nos interlocuteurs des relations internationales sont des précaires qui ont un contrat de 6 mois ou d'une année. Voilà. Alors, une première, évidemment, tout cela au nom de monsieur qui est derrière, de la rationalité, doit évoluer et on voit par exemple que bien que cela ne constitue pas une violation des conventions de l'OIT, cette situation de manque d'effet juridique des accords, ça pose problème. Mais comme je vous dis, ça ne viole pas les conventions. D'autres pays ont opté pour la validité de ces accords et se réservent les droits de l'État de revenir sur leurs décisions en faisant usage d'une ordonnance, d'une loi, d'un arrêté ministériel en fonction de la clause dont il s'agisse. Et voilà, donc on est dans une mutation qui, vous êtes au courant qu'il y a des problèmes énormes partout dans le monde, dans la fonction publique, et voilà, on doit faire un cheminement et une méthode excellente pour avancer, c'est la négociation collective. Merci. Merci, M. Delors. Vous avez privilégié dans votre intervention la négociation collective dans ses différentes applications. Je crois qu'il est évident qu'en France, la réflexion sur le rôle et les modalités de la négociation collective appliquée à la fonction publique ou dans le secteur public, c'est tout à fait d'actualité. Maintenant, alors pour ce qui est de notre actualité immédiate, je ne sais pas si les consignes seraient de suspendre pendant 10 minutes et de nous donner une demi-heure pour une discussion finale, ou bien si, dans un consensus qui rend inutile la négociation collective, nous décidions d'abandonner notre droit à pause et à passer tout de suite à la discussion. Bien, notre programme prévoyait à présent des débats. Nous avons quelque chose comme une demi-heure, une petite demi-heure devant nous. Je pense que des discussions peuvent peut-être difficilement se lier, mais au moins des points de vue s'exprimer sur les sujets que nous avons envisagés ce matin, et donc avec la possibilité d'obtenir des réponses de nos rapporteurs. Je crois que des micros circulent dans la salle. Monsieur le Président. Merci infiniment. Chaque intervenant peut peut-être, excusez-moi, de vous faire cette demande maintenant, mais se présenter avant d'intervenir, ne serait-ce que pour l'enregistrement. Bien sûr, Monsieur le Président, merci infiniment de me donner la parole. Je suis Guido Raimondi, juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Je voudrais intervenir par rapport au rapport de Monsieur le professeur Akanji Combé. D'abord, je le remercie d'avoir mentionné ma présence. Il m'a même invité à compléter son exposé, ce que je ne ferai pas du tout, absolument, parce que sa présentation a été non seulement magistrale, mais absolument complète, je dirais. Je me bornerai à quelques brèves remarques en réaction à sa présentation. D'abord, je rejoins son analyse
concernant le traitement par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg des possibilités de limiter, il a parlé d'ingérence, les droits de 8 à 11 de la Convention. En effet, il a très bien fait de se concentrer sur l'article 10, et là, en effet, il y a un arrêt récent de la Cour, l'arrêt De Giovanni contre Italie, qui aborde notamment la question de l'article 10 par rapport aux propos d'un magistrat qui avait, suite à la découverte d'irrégularités dans un concours pour l'accès à la magistrature, interviewé par un journal, avait prononcé des propos très désobligeants vis-à-vis et du ministère de la Justice et du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui est de l'organisation du concours et donc de la protection, plutôt manque de protection contre les possibles irrégularités et abus, et d'autre part avait lancé des accusations assez précises contre un magistrat dont la fille avait participé au concours. Et comme elle laissait planer le doute que ce magistrat pouvait être derrière les irrégularités dénoncées. Et là, il s'agissait d'une sanction infligée à ce magistrat par le Conseil supérieur de la magistrature italien, et là qui avait fait d'ailleurs une distinction entre les propos concernant les critiques à l'organisation, critiques dirigées au ministère de la Justice et au Conseil supérieur lui-même, et les accusations dirigées contre les magistrats. Elle avait sanctionné uniquement pour les accusations contre l'autre magistrat, et là la Cour a trouvé qu'il n'y avait pas une violation de l'article 10 de la Convention, justement tenant compte des responsabilités des agents de la fonction publique, et aussi elle a tenu compte sur la base de la proportionnalité de la modestie de la sanction. Il s'agissait d'un avertissement infligé au magistrat en question. Deuxième point, vous avez cité l'arrêt Energiyol contre la Turquie de 2009, un arrêt effectivement très important pour ce qui est de la reconnaissance du droit de grève dans la jurisprudence de la Cour, en particulier pour ce qui est de l'inclusion du droit de grève dans le contenu essentiel de l'article 11. Et en effet, vous avez lu cet arrêt dans le sens que maintenant, donc à partir de cet arrêt, on peut considérer que la jurisprudence de la Cour considère le droit de grève inclus dans le contenu essentiel de l'article 11, comme elle avait inclus le droit à la négociation collective avec l'autre arrêt que vous avez mentionné d'Emir Baykara de l'année précédente. C'est également ma lecture, mais je voudrais quand même mettre en garde parce que ce n'est pas une lecture unanime. Il y a en particulier une juridiction britannique qui a donné une lecture restrictive de cet arrêt. Donc, sur ce point, il faut attendre, je l'espère, une clarification de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg par la Cour elle-même. Dernier point, et c'est un point assez positif, et ça concerne les exceptions à la protection de l'article 6 suite à la jurisprudence Vilo-Eskelinen, qui est quand même, comme vous l'avez dit, réduit au minimum ces exceptions. Cette jurisprudence, vous l'avez dit, permet encore aux États de soustraire certaines catégories de fonctionnaires à l'accès aux juges. Mais il faut deux conditions, comme vous l'avez dit. D'une part, il faut une exclusion explicite de l'accès aux juges pour certaines catégories de fonctionnaires. Et d'autre part, il faut que cette exclusion soit objectivement justifiée par rapport aux besoins de l'État. Et vous avez dit, bon, il est difficile au XXIe siècle que certains États décident d'exclure certains fonctionnaires de l'accès aux juges, et pourtant certains l'ont fait. C'est le cas de la Turquie pour les magistrats. Mais là, ce que je voulais dire, et c'est une remarque plutôt positive, c'est que la jurisprudence de la Cour n'abandonne pas les agents de la fonction publique qui se trouvent dans cette condition. Dans l'affaire Ozpinar contre la Turquie, un arrêt de 2010, il s'agissait justement d'une sanction disciplinaire infligée à un magistrat, une magistrate en Turquie. Et là, il n'y a pas de remède juridictionnel contre cette situation. Et là, la Cour a dit, d'accord, l'article 6 protège l'accès aux juges et les garanties d'une procédure équitable pour les droits civils
qui sont indiqués. Ces droits, évidemment, sont affixés par la législation nationale, mais ces droits comprennent également, maintenant, dans tous les pays partis à la Convention, qui ont transformé la Convention en droit interne, comprennent aussi les droits de la Convention elle-même. Donc, s'il s'agit d'un droit protégé par la Convention, et en l'occurrence, c'était l'article 8 de la Convention qui protège le droit à la vie privée et familiale qui était concerné par l'application d'une mesure disciplinaire, là, il est vrai, on peut arriver à la conclusion que légitimement, l'État défendeur nie les garanties de l'article 6, mais il y a toujours les garanties de l'article 13. Donc, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a cette disposition de la Convention, article 13, qui oblige les États à prévoir des remèdes efficaces, pas effectifs, pas nécessairement juridictionnels, mais des remèdes effectifs pour protéger les droits de la Convention. Donc, dans le cas turc auquel je me référais, si la Cour a pu entériner le choix fait par l'État défendeur de ne pas donner les garanties de l'article 6, quand même, la Cour a dit qu'il fallait appliquer les garanties de l'article 13, donc quand même un recours devait être assuré à cette personne. Et c'est cette remarque assez positive que je conclue mon intervention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci infiniment, Monsieur le Vice-président. Je voudrais revenir un instant sur l'arrêt énergie à Puyolsen. J'ai été affirmatif parce qu'il me manquait le temps, mais c'est un arrêt qui pose quand même un certain nombre de difficultés et je partage assez votre avis sur ce point. Que la Cour clarifie sa position, sans doute que la Cour ne l'a pas encore fait franchement. Mais dans les principes, il y a les éléments dans cet arrêt, dans la mesure où, dans la jurisprudence traditionnelle de la Cour, elle interprète la deuxième phrase du paragraphe 2 comme nous pouvons emporter une exception, mais nous pouvons poser de questions que sur la mesure dans laquelle les personnels sont accessibles à la liberté syndicale. Et la Cour finit toujours par dire les restrictions ne peuvent toucher à la substance du droit. La seule limite pour la Cour, c'est la substance du droit. Et à partir du moment où la Cour qualifie expressément ou implicitement une garantie d'éléments essentiels de la liberté syndicale, je pense que là, les conditions sont remplies, au moins d'un point de vue du raisonnement juridique général. Il reste une espèce qui permette à la Cour peut-être de revenir en arrière, enfin de revenir à une autre solution et de la marquer, mais c'est un arrêt qui, même sans se prononcer très précisément compte tenu de l'espèce qui était en question, me paraissait suffisamment poser la position de principe pour qu'on puisse s'engager au moins dans cette démarche-là. Dans d'autres domaines, que je la trouve dans ce domaine-là timide. Alors je dis ça parce que comme on m'a dit que tout ce qu'on dit là ne part pas sur Internet, n'est pas universellement lu, on est un peu entre nous. Je me permets de parler un peu directement. Merci. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Et évidemment, il n'y a aucune stupidité dans les propos de Monsieur le juge Bonichot. Peut-être qu'il n'y a même pas une question, mais c'est peut-être une sorte de stimulation, disons, de la Cour de Strasbourg pour qu'elle quitte des positions qu'il a qualifiées peut-être à juste titre de timide. Et en effet, là, monsieur le professeur Akanji Kombe a parcouru, disons, l'évolution de la jurisprudence de Strasbourg, qui était encore plus timide il y a 20 ans. Et donc, elle a fait des pas en avant avec l'arrêt Pellegrin, comme il a dit à la fin du millénium passé. Et finalement, elle est maintenant sur la position de Vilo Eskelinen. Mais tout ce que je peux dire, même s'il n'y a pas d'Internet, bon, mais nos propos ne sont pas rediffusés
globalement. Mais tout ce que je peux dire, est que évidemment, rien n'empêche que cette évolution continue. Voilà. Et évidemment, pour ce qui est de l'influence du droit de l'Union, et en particulier de la Charte des droits fondamentaux sous la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, vous savez que c'est un fait acquis depuis plusieurs arrêts célèbres de la Cour de Strasbourg. Je ne fais que mentionner ici l'arrêt Christine Goodwin, qui est très connu, qui a été adopté même avant que la Charte des droits fondamentaux devienne partie intégrante du droit de l'Union. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et il y a des influences, il y a aussi des influences, évidemment, de la jurisprudence de Strasbourg vers Luxembourg. C'est un dialogue très, très fécond, et peut-être que ça va continuer aussi pour ce qui est de l'étendue de la protection juridictionnelle. Merci. Est-ce que l'existence d'un renvoi au droit national et au droit de l'Union européenne pouvait suffire à exclure l'existence d'un effet direct? Je pense ici à l'arrêt Bombast, dans lequel un effet direct a été reconnu aux dispositions reconnaissant le droit de libre circulation du citoyen, alors même que la disposition, la norme de droit primaire conditionnait, renvoyait au droit de l'Union européenne l'exercice du droit de libre circulation. Donc ça, c'est un premier point. Et également, si on se réfère aux commentaires joints par les rédacteurs de la Charte, il semble bien que les droits sociaux soient en principe assimilés à des droits, enfin, non pas en principe alors, que les droits sociaux soient identifiés comme des droits et non comme des principes. Est-ce qu'on ne devait pas plutôt cantonner la reconnaissance d'un principe à la formule « l'Union reconnaît et respecte tel droit » Par exemple, si on se réfère à la protection de l'environnement, c'est la formulation qui est choisie. Est-ce que ici, la Cour de justice n'a pas fait preuve d'une interprétation trop restrictive en matière de droits sociaux? La question intéressante, très intéressante d'ailleurs, cache mal notre attente à tous de clarification jurisprudentielle de la part de la Cour de justice sur le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, et au moins sur deux points qui me paraissent très importants. Vous avez évoqué tout à l'heure, c'est peut-être une question, mais je ne sais pas si la religion de la Cour est faite sur la catégorie dite des droits sociaux, parce qu'il n'y a rien dans la Charte qui permette de dire que tel droit est social ou non, d'autant plus d'ailleurs que la Charte, les rédacteurs de la Charte se vantent d'avoir choisi un système dans lequel il y a une présentation intégrée des droits, donc ça rend encore plus difficile. Et s'il s'agit de tirer la conséquence de l'appartenance à la catégorie des droits sociaux de ce qu'ils ne constitueraient que des principes, à supposer que ce soit vrai, l'affirmation des principes dont il résulte des conséquences importantes me semble quand même être frappée d'incertitude, parce que la catégorie, on ne sait pas à quoi ça correspond dans la Charte. On ne désigne pas, donc, et nous sommes donc tous très 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 désireux d'avoir des clarifications de la jurisprudence, et je pense que c'est surtout ce que voulait exprimer la question tout à l'heure. Je crois qu'il m'appartient d'observer que cette matinée est terminée, mais Dieu merci, c'est la première matinée d'un ensemble qui s'achèvera seulement dans un an, de telle sorte que tous ceux que je vois dans cette salle, qui sont, comme on dit dans la presse, des bons clients, et qui donc avaient certainement des tas de choses à dire, auront l'occasion de le dire dans la suite de ces réunions. À tout à l'heure.